Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Nous débutons cette édition avec cette information en page nationale. Les députés se sont réunis ce matin pour la première section extraordinaire de l'année 2014 malgré leurs vacances. Une rencontre qui a dû être suspendue et les différents groupes parlementaires ayant décidé de se concerter avant de se prononcer sur l'ordre du jour qui est relatif à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Yolande Lovy, Ils se sont séparés à la fin du mois de juin pour des vacances parlementaires, une période qui leur permet de retourner à leur base et d'échanger avec les populations qui leur ont accordé leur vote. Convoqués sur demande du chef de l'État Faure Gnassingbé, les députés de l'Assemblée nationale ont tenu ce mardi la première session extraordinaire de l'année 2014. La session qui devrait permettre d'élire les membres de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante a été suspendue pour, dit-on, se concerter. Vous savez, un adage dit il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez que la CENI, dans sa composition, c'est 17 membres, dont 5 au titre de la majorité, 5 au titre de l'opposition. Malheureusement, tous les violons ne sont pas encore bien réglés. Et pour permettre un bon réglage, c'est pour ça que nous avons demandé cette suspension afin de permettre à tous les partis parlementaires de pouvoir discuter pour trouver un compromis, sinon un consensus pour faciliter l'élection des membres de la CENI. Au niveau de chaque groupe parlementaire, au niveau de chaque parti, les partis extra comme les partis parlementaires, la société civile, toutes ces propositions qui sont arrivées, il faudrait qu'il y ait des conciliabules, qu'on arrive à échanger pour voir qui faut-il mettre ici ou là. Parce que c'est beaucoup de candidatures qui sont rentrées. Et il faut tamiser, comme on le dit, afin de nous entendre sur ceux qui peuvent effectivement jouer cette fonction de membre de la CENI. Il faut dire que la rencontre a été également le lieu de remplacer le député Dakou Péré du parti Union pour la République qui s'est dit incapable à cause de son état de santé d'assurer la fonction de parlementaire. C'est désormais le député Alonou Kokou qui assumera sa fonction. Et retenez aussi que la session reprend demain mercredi matin au siège de l'Assemblée nationale. La communauté internationale a célébré hier lundi la journée internationale de l'alphabétisation. Au Togo, 43,3% de la population serait analphabète. Et qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans ce dossier de Dieudonné Seonou. Savoir lire, écrire, des facultés qui permettent de classifier la population selon des catégories sociales. La question de l'alphabétisation se révèle alors comme un véritable sujet de société. Alphabétisation, c'est l'action d'alphabétiser, c'est le fait d'alphabétiser, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire à quelqu'un ou à un groupe social. Au Togo, selon l'enquête Cube, le taux d'alphabétisation des adultes est de 60,3%. Donc, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme est de 39,7%. Mais l'enquête mixte 2010 nous donne un taux d'analphabétisme de 43,3%. La différence, c'est qu'avec le mix, non seulement on vous demande, vous savez lire et écrire, vous dites oui, mais on vous donne un test à lire. Au Togo, et comme dans la plupart des pays africains, le contraire du phénomène que l'analphabétisme touche essentiellement la classe féminine, et ce pour des raisons diverses. Sur les 43% de la population analphabète, la grande proportion concerne les femmes. Si nous le prenons par exemple, les femmes, sur un taux, les femmes occupent à peu près 2/3 de ce taux. Donc ce qui explique que le fait que, une fois que la frange là est plus touchée, donc il va de soi que les actions tourneront vers cette frange de population. Aussi le milieu rural est le plus touché que le milieu urbain, et aussi au niveau géographique, au niveau de notre pays, les régions ne sont pas au même taux d'analphabétisme. Nous savons tous, dans nos pays africains, on préfère envoyer plus le garçon à l'école et de laisser la jeune fille. Donc au fil, c'est cette masse critique-là qui constitue le taux d'analphabétisme. Depuis 1965, l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture a consacré une journée pour célébrer l'alphabétisation à travers le monde et cette année le thème choisi est l'alphabétisation et le développement durable.
un thème évocateur. Si nous prenons le lien entre l'alphabétisation et le développement tout court, l'alphabétisation étant une composante de l'éducation, il y a un lien entre l'éducation et le développement. Donc partout dans le monde, il y a les pays les plus développés sont les pays qui ont le plus fort taux d'éducation. L'éducation est le moteur de tout développement. Nous prenons le développement durable. Le développement durable, c'est l'équilibre entre l'environnement, le développement social et la croissance économique. Mais nos programmes, avec l'alpha fonctionnel, nous développons les éléments qui touchent l'environnement, qui touchent les AGR, qui touchent le social, la citoyenneté, ses consorts. Les manifestations officielles marquant la célébration de la 49e journée internationale de l'alphabétisation au Togo sont reportées au 9 octobre prochain. Dans son message de circonstance, la ministre de l'Action sociale et de l'alphabétisation revenait la semaine dernière sur l'intérêt de l'alphabétisation en matière d'un développement durable à la fois pour les individus, les communautés et les sociétés en mutation. Nous restons toujours en page nationale pour parler à présent de cet atelier de sensibilisation sur les réformes du LMD qui se tient depuis hier à l'université de Lomé. Organisé à l'intention des acteurs du monde universitaire, ce séminaire qui va durer 3 jours permettra à ces derniers de mieux cerner les nouvelles mutations du monde universitaire. Dieudonné Seonou, Cyril Arrigo et Molly Hevi. Enseignants, chercheurs, étudiants et acteurs du monde universitaire ensemble pour une séance de sensibilisation sur la réforme de l'enseignement supérieur au Togo. Au cœur des débats, le système LMD, une énième rencontre de sensibilisation qui, selon les organisateurs, garde tout son sens. On n'aura jamais fini de sensibiliser les gens. Vous comprenez, les jeunes qui viennent à l'université de Lomé, à l'université de Lomé ou de Kara d'ailleurs, ou dans n'importe quel établissement privé, qui vient d'avoir le bac, exactement ce qui se passe. Il ne connaît pas le LMD. Un autre objectif important de ce projet de sensibilisation est d'accompagner les universités de la sous-région dans l'application des réformes de l'enseignement supérieur. Bien que nous ayons commencé depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 9 ans. Il y a des termes encore qui ne sont pas très bien assimilés. Aussi bien de la part de nos étudiants que certains mêmes termes dont certains enseignants ne comprennent pas très bien non plus. Donc il faut mettre de l'ordre et qu'on soit au même niveau d'information en ce qui concerne cette réforme-là. À moins de 2 mois de la rentrée universitaire, les acteurs de l'enseignement supérieur s'activent autour des axes pédagogiques principaux pour la bonne marche des activités de l'année académique 2014-2015. Sur le continent africain, à présent, nous évoquons le virus Ebola. Au Sénégal, le gouvernement s'inquiète sur l'expansion de l'épidémie. Et justement, pour éviter cette propagation, des fonds de près de 2 milliards de francs CFA devraient être débloqués pour le plan de riposte. Des fonds qui permettront d'acquérir des matériels pour le personnel soignant et les autres mesures préventives. Le Sénégal aura besoin de plus de 2 milliards de francs CFA pour son plan de riposte à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Depuis l'apparition du premier cas importé du virus Ebola, l'État du Sénégal s'est fortement mobilisé pour éviter une propagation de cette maladie. La mobilisation d'importantes ressources financières pour une exécution correcte du plan de riposte semble traduire que les autorités sénégalaises ont pris la mesure du danger. En effet, près de 500 millions de francs CFA ont été décaissés par l'État du Sénégal. Nous avons un plan avec un budget. Et ce budget, vraiment, si on doit faire tout ce qu'on veut, avec des habits pour protéger le personnel qui est en contact, mais aussi des gants. Désormais, on voudrait que le personnel ait des gants et des masques pour pouvoir examiner tout le monde sans problème. Mais ça, c'est de l'argent. Donc, il y a tout un plan. La communication, les choses aussi ont été budgétisées par rapport à la communication, par rapport aux outils de communication, par rapport également, vous savez, à la prise en charge des malades, par rapport à la surveillance. On vous a dit que pour surveiller même ces personnes, il faut leur donner à manger, etc. Donc, tout a été calculé et ça tourne pratiquement autour de 2 milliards et quelques.
Pour rallonger ce budget, le ministère de la Santé a besoin de la loi rectificative. Mais avant, les parlementaires doivent être bien informés sur les axes d'intervention du gouvernement face à Ebola. Cette session plénière d'ailleurs leur a permis d'évoquer toutes les questions sur le plan de riposte, mais aussi la gestion du seul cas importé. Les députés se sont engagés à se joindre à cette lutte. On a pu savoir au moins comment est-ce que les choses ont pu se faire et aussi l'aspect multisectoriel. Et aujourd'hui, les députés vont accompagner. Il y a plusieurs commissions qui ont été créées et qui fonctionnent déjà au niveau du ministère. Les députés vont renforcer de par leurs origines. Vous savez que les députés, c'est des nationaux. Donc certains sont issus des zones frontalières, vous les avez écoutés. Ils ont leurs inquiétudes et ça va leur permettre de pouvoir contribuer à cette riposte. Dans le cadre de cette riposte contre le virus, le Sénégal a fermé ses frontières dès que l'épidémie a été déclarée hors de contrôle. En l'absence de traitement, le virus a fait plus de 1550 morts sur 3069 cas recensés au 26 août par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont 694 au Libéria, 430 en Guinée et 422 en Sierra Leone. Et nous restons toujours dans le contexte du virus Ebola. Depuis le début de l'épidémie, plus de 1000 personnes ont été tuées en Guinée, en Sierra Leone, au Nigeria et au Libéria qui enregistre lui le plus grand chiffre. Un chiffre qui pourrait d'ailleurs augmenter dans les 3 prochaines semaines selon l'Organisation mondiale de la santé. Le virus Ebola pourrait encore toucher des milliers de personnes au Libéria, le pays le plus affecté par l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à une aggravation conséquente de la situation dans les 3 prochaines semaines. Le gouvernement a toutefois annoncé hier la levée de la mise en quarantaine de Dolo Town, à l'est de la capitale Monrovia. Ici œuvrent de nombreux humanitaires, comme ceux du Programme alimentaire mondial. Des travailleurs en première ligne, parfois infectés par le virus. Un second expert de l'OMS a encore été diagnostiqué hier au Sierra Leone. Un espoir tout de même au Nigeria. Le pays affirme avoir contenu le virus qui a fait 7 morts sur les 19 cas déclarés sur son sol. Et puis la note sportive de cette édition, les éperviers du Togo affrontent demain après-midi au stade de Kégué les Black Stars du Ghana en une rencontre très attendue, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2015, et ceci après leur défaite le week-end dernier contre le Sili de la Guinée. Un second match très capital pour Tchanili Tchakala. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.